Eh bien, Et nous voici de retour pour cette seconde partie de l'émission sur les élections européennes, mais surtout la dissolution et les élections législatives à venir. Cette fois-ci en compagnie de Sébastien et moi-même, en plus de Flavie et de Gauthier. et alors, ce qu'on peut dire globalement, c'est que là, on va verser vraiment dans la gaudriole, parce qu'on va étudier la politique française dans tous ses détails et les détails les plus crus. Et alors, je lance une première question à votre sagacité. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est l'Assemblée nationale qu'il fallait dissoudre? Parce que moi, j'ai une liste de choses à dissoudre et l'Assemblée nationale ne s'imposait pas dans mon tiers liste, quoi. Non, effectivement, pour moi, le vrai problème, c'est Macron. Enfin, il faut je sais pas, en tout cas, on peut l'évincer. Il peut être, je crois il y a bien une disposition qui permet de destituer un président français. Parce je sais pas si vous êtes infligé son conférence de presse qui n'est plus qu'un discours de campagne. Mais c'est complètement lunaire. Enfin, d'un autre côté, c'est bien, c'est qu'avec lui, c'est toujours la même chose, mais ça surprend toujours de voir, c'est toujours de plus en plus flippant de voir quelqu'un d'aussi déconnecté. Là, il est complètement fou, ce mec. Enfin, c'est pas moi, c'est les autres. Il a un grand problème. Il se projette sur 3 à 5 ans. Non, mais Non, mais surtout qu'il annonce des mesures. Enfin, il annonce des mesures alors qu'il est déjà au pouvoir et qu'il aurait déjà pu les faire. Il a annoncé la mise en chantier de 8 réacteurs ou 8 centrales nucléaires. oui, c'est bien, mais pourquoi ne pas l'avoir commencé avant? Mais c'est de la folie furieuse. Le nucléaire, c'est très récent. Hein. Avant, il n'en était pas question. C'est comme Dupond-Moretti qui a dit qu'il était favorable au fait que les délinquants mineurs, s'ils se font attraper, c'est détention directe. C'est bien, mais pourquoi durcir la liste? C'est vraiment la dernière minute, c'est les résistants de la dernière heure. Là. Vous savez, Saint-Paul a mis beaucoup de temps à se convertir, mais après, il était déter. C'est peut-être la même chose avec les gens de la République en fuite ou en marche, ou je ne sais plus. Mais là, il a dit que c'était normal, il comprenait les personnes qui avaient voté RN, parce qu'ils étaient préoccupés par la question de la sécurité, la question migratoire. Il a dit il y a 3 jours à Oradour-sur-Glane que tout ça était absolument monté en épingle et orange mécanisé par les réseaux sociaux. Donc, de toute façon, Macron, sa parole ne vaut rien. C'est-à-dire, il peut se dédire en 24 heures. Maintenant, c'est moins de 24 heures, dans l'heure. Mais ce qui est flippant, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il s'en rend compte. On veut nous vendre ce type comme un fin stratège. Non, il n'est même pas subtil. On peut se dédire, mais je sais pas, il faut quand même un minimum. Il n'assure même pas le minimum de crédibilité. Mais ceci dit, comme je disais tout à l'heure, ces électeurs, ça ne les dérange visiblement pas du tout. Mais honnêtement, s'il y a une grosse majorité qui sort, quelle que soit sa couleur, et que Macron ne se plie pas au fait d'être un pot de fleurs pendant 3 ans et qu'il fout le bordel et qu'il va se mettre à raconter n'importe quoi, notamment en politique extérieure, enfin, c'est à peu près je pense qu'une destitution pourrait s'envisager si la prochaine majorité a des coronesses, évidemment. Mais là-dessus, excusez-moi, moi je vais un petit peu défendre Emmanuel. Déjà parce que j'aime beaucoup en même temps, ni droite ni gauche. Ça me rappelle beaucoup le fascisme, le ni droite ni gauche. Ça m'a toujours fait un peu flipper. Mais moi, je vais le défendre, pas parce que le ni droite ni gauche est fasciste, rassurez-vous, mais parce que moi, je pense qu'en fait, il va tous nous entuber. Parce que techniquement, il n'est pas du tout sûr qu'une majorité claire émerge à l'Assemblée. On va sans doute se retrouver avec une assemblée totalement ingouvernable. Alors, il y a plein de théories du complot qui fusent, avec la théorie du complot que mettre le RN aux manettes dans une situation instable pendant 2 ans, c'est le baiser de la mort. 3 ans. Il y a aussi les théories du complot. C'est tout à fait envisageable. Les théories du complot que que la situation est tellement dégradée, que ce soit d'un point de vue géopolitique avec l'Ukraine, ou d'un point de vue économique, qu'à la limite, c'est peut-être mieux de quitter le pouvoir maintenant qu'à l'automne, puisque la dissolution était prévue à l'automne. Et puis au final, Macron pourra toujours se refaire une santé dans des institutions européennes, voire même briguer un nouveau mandat dans 2 ans.
Non, vous ne croyez pas, c'est terrible. Non, déjà, mandat. pour moi, la Constitution ne le permettrait pas. Il Ça, faudrait qu'il c'est dise pas clair. Il y a des débats là-dessus. Oui, Sur c'est le ça. fait. Qui va mettre une pièce sur ce type? Je pense que même le problème, c'est que plus personne ne peut le voir. Tout le personnel politique qui a été au charbon pour lui pendant ces 2 dernières années, qui ont été extrêmement compliquées, s'est fait liquider du jour au lendemain. Je pense que voilà. Mais même au niveau des grands argentiers, des médias, enfin, la marque Macron ne fait plus vendre. Enfin, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il a même réussi à se décrédibiliser vis-à-vis en effet, de ces grands argentiers, de toute la classe européenne qui est derrière lui aussi. Tout le monde a compris, ils ont tous compris qu'il avait une case. Enfin, Ils ne comprennent pas sa manœuvre. Ils ne comprennent pas sa manœuvre. Ses propres députés. J'avais vu passer le témoignage d'un député qui se sentait trahi et qui nous regrettait d'avoir passé 7 ans à servir entre guillemets quelqu'un d'aussi égotique qui dissout l'Assemblée nationale. Enfin, il y a beaucoup de députés qui ne comprennent pas pourquoi il a fait ça. Ça veut dire qu'il aurait vraiment décidé seul, ça? Ils sentent qu'ils vont se faire bouffer. Ils vont se faire massacrer, oui, c'est sûr. Pas sûr qu'il ait décidé seul. Non, il y a dû avoir quand même un cercle proche de conseillers. Mais c'est un pari. L'Union européenne là-dedans, à votre avis, n'a pas du tout. Une excuse. Non. Je pense que pour l'Union européenne, si tu veux, elle a montré avec ce qui s'est passé en Grèce ou en Espagne que des gouvernements de techniciens sans aucune légitimité qui passent en force, ça la dérange pas. Donc, oui. Exactement. Si vous voulez un truc drôle sur la dissolution et les élections à venir, c'est que j'ai entendu de la part de quelqu'un qui vit en Auvergne et qui est en contact avec des imprimeurs que il y avait des imprimeurs justement dans son coin qui avaient le lundi des commandes pour des affiches de campagne pour Renaissance. Petit bémol, on ne peut pas passer commande pendant le week-end, donc il est vraisemblable qu'en fait le coup était mûri depuis au moins quelques jours, je pense, et qu'ils avaient préparé le machin pour prendre de court. Enfin, l'objectif, il est plutôt clair, c'est essayer de capitaliser à la fois sur la peur de la montée du Rassemblement national, de miser sur l'affaiblissement financier de la plupart des partis parce qu'ils vont pas avoir les remboursements des campagnes tout de suite, et ils sont pas forcément prêts. Ils sont vraiment pris de court. Cependant, mauvaise surprise peut-être, la droite et la gauche semblent s'organiser plus vite que prévu, avec plus ou moins d'efficacité. D'ailleurs, le Front populaire est une très mauvaise nouvelle pour ce plan, en fait, parce que on les pensait irréconciliables, mais face à la menace d'être balayés purement et simplement de l'Assemblée nationale, ils ont réussi à trouver un accord. Ils ont avancé assez vite, d'ailleurs. Ça leur a quand même coûté un peu cher. Ça leur a fait fuir les Glucksmanniens. Les Glucksmanniens, de toute façon, les Glucksmanniens, c'est pas des gauchistes. Enfin, non, mais oui, absolument. Même tièdes, c'est des macronistes. C'est l'aile gauche. C'est l'aile gauche de la Macronie, mais c'est juste un petit vernis de gauche. Hein, c'est pas... mais ils s'en privent, justement. Ils se privent quand même d'une partie des voix. Ces gens-là étaient des... Je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'ailleurs de Glucksmann, qui d'ailleurs se fait harakiri, assez malaisante, parce qu'on voit l'individu extrêmement désagréable, agressif, où il dit c'est moi qui suis arrivé en tête, c'est moi qui pose les conditions, mais j'aurais fermé les yeux, j'aurais cru entendre un certain Macron et un certain Gabriel Attal. Il est vraiment taillé dans le même bois. Il y a un truc quand même qui est fascinant, moi je trouve, c'est à quel point en l'espace de quelques mois, dans le sillage de la guerre entre le Hamas et Israël, eh bien, désormais, la France insoumise est en voie de diabolisation. C'est quand même très impressionnant, puisque maintenant, Mélenchon, antisémite, etc., on a des diatribes qui étaient avant exclusivement réservées au Front National, et on voit que ça a été retourné en l'espace de quelques instants, et que, par exemple, Ciotti justifie sa position donc
de s'allier au Front National en disant oui, mais Mélenchon est antisémite en gros. C'est quand même, c'est quelque chose qui m'étonne quand même que ça soit. C'est-à-dire que l'antisémitisme est passé de droite à gauche. Ça, c'est quelque chose que. Il y a une forme de réalité malgré tout. Hein. Le centre, en fait, se calme sur la rhétorique antisémite vis-à-vis de l'extrême droite. Par contre, il s'énerve sur le fait que ça vient de la gauche. Mais de fait, il y en a une partie, il faut voir l'erreur relative que c'est d'avoir intégré le NPA, donc le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou, au Front populaire. C'est quand même un parti qui a dit le 7 octobre, donc pour les attaques du Hamas sur Israël, que grosso modo, c'était merveilleux et que c'était un acte de résistance de la part du Hamas. Ah bon, ils ont été aussi loin que ça. Bon, et puis on repasse sur les tendances antisémites de Mélenchon lui-même. Mais on sait très clair en fait dans les justifications, dans les comparaisons qu'ils font, c'est le RN va couler le pays avec son programme économique irréaliste, la LFI va mettre le pays à feu et à sang et veut le chaos. Ils ont inversé les accusations. Parce qu'avant, c'était la gauche qui était pour l'extrême gauche qui était considérée comme des apprentis sorciers sur le plan économique et l'extrême droite qui était un danger pour la démocratie. Et en fait, ça s'est inversé. Maintenant, l'extrême droite, non mais c'est des gens, ils sont pas sérieux. Donc c'est vraiment un argument un peu faible de la part de gens qui ont démontré qu'eux-mêmes sur ces questions, ils sont pas sérieux du tout. Tout ce qui est le bilan économique est catastrophique. Et ça fait quasiment l'unanimité dans l'opinion. Pas grand monde hormis. Ah non, je vous assure, il y en a qui arrivent encore à justifier le bilan de Macron. Oui, ça, c'est les gens déconnectés. Enfin, c'est les gens qui ne sont pas frappés justement par les conséquences de la politique économique. Non, la droite ressort toujours l'attractivité de la France qui a augmenté. Vous savez, Choose France, tout ça. Alors que si vous creusez, il n'y a pas grand-chose derrière. Et puis savoir aussi si on attraque. Il y a 10 000 emplois. Il y a 10 000 emplois qui ont été créés à la rigueur. Ah, c'est bien. Oui, et puis. Et c'est marrant de penser qu'un des plus grands faits d'armes, ce serait d'attirer des fonds étrangers tout le temps. Je trouve ça aussi une démarche assez. C'est important pour l'économie. Si on n'a pas d'argent à l'intérieur, il faut faire venir l'argent. Ça veut bien dire qu'on n'en a pas à l'intérieur. Ouais, mais en fait, on voit quand même au résultat des urbaines que ça a été un référendum anti-Macron, c'est ça. Le résultat, pour le coup, est sans appel. Oui, alors à modérer, comme on disait aussi tout à l'heure, par une faible participation. C'est-à-dire que qu'en est-il des 50%? Pardon ? Elle a légèrement augmenté par rapport à la fois précédente, mais elle a augmenté que de presque 2%. Mais il faut savoir que ceux qui veulent donner un coup de massue à Macron, à ce système, entre guillemets, se déplacent. Donc les 50% restants, ça veut dire que ils n'ont pas vraiment d'opinion ou considèrent que l'heure n'est pas grave. Pour revenir un petit peu au Front populaire, donc les mots ont un sens, c'est évidemment une référence au Front populaire de 1936 antifasciste, qui avait d'ailleurs fini assez rapidement en eau de boudin, puisque en fait, dès 1937, la fête était finie. Hein. Avec les désaccords avec les radicaux, oui. Oui, avec les désaccords avec les radicaux, etc. etc. Là, vous considérez qu'il y a vraiment, que c'est juste un slogan, ou est-ce qu'il y a une possibilité de réveiller le peuple de gauche, qui est quand même bien endormi ces derniers temps, parce que la gauche a disparu, enfin c'est François Hollande, je ne sais pas si on peut le créditer de ça dépend si on est de gauche ou de droite, mais c'est peut-être la seule réussite durable de François Hollande dans le paysage politique français, la disparition de la gauche. Certes. Ça date d'avant lui, hein. Vas-y, Sébastien. Ils ont déserté les classes populaires. D'ailleurs, ils en avaient fait un truc assez avec la fondation, je ne sais plus, Terra Nova, qui avait fait son fameux mémorandum et mission accomplie. Ils sont plus présents dans les classes populaires. C'est-à-dire, mais cette histoire de choisir un peuple de substitution, puisque. D'ailleurs, c'est assez assumé par Mélenchon, puisqu'il dit que dans les banlieues, un peuple nouveau se lève, machin truc.
En fait, c'est pas une question, ça va pas être la question des talents intrinsèques des uns et des autres, mais c'est plutôt une affaire de comparaison. C'est-à-dire qu'on regarde la réaction de la gauche au résultat par rapport à la réaction de la droite. Il faut reconnaître qu'ils ont assez facilement monté le Front populaire. Ils se sont débarrassés de Glucksmann, ce qui est certes un sacrifice de voix, mais qui va peut-être justement donner envie de voter à des gens qui ne pouvaient pas supporter le personnage. Parce que bon, il aura inventé un nouveau proverbe qui déclare publiquement qu'il se sent plus à l'aise à New York qu'à Clermont-Ferrand, se prendra des œufs au Puy-de-Dôme. Mais c'est une façon de Parce que voir c'est les ce qu'il choses. avait déclaré. Oui, voilà. Non, mais ce personnage, bon, pour les européennes, ça peut aller, parce que de toute façon, c'est des personnes qu'on se fout. Donc, de mettre quelqu'un qui ne se sent même pas concerné par la France, c'est pas trop un problème si on pousse le cynisme un peu, le cynisme du parti du PS. Mais là, c'est les élections nationales, là, donc c'est les choses sérieuses entre guillemets. Donc là qui finit de rigoler et c'est leur survie politique qui entre en ligne de compte. Donc ils se sont montés le truc. Et par rapport à ce qui s'est passé à la droite et à l'extrême droite, ça fait déjà un peu plus sérieux parce que bon, on en parlera après, entre le psychodrame des LR et le psychodrame de Reconquête. Bon. Mais bon, la situation n'est pas exactement la même. Les partis de gauche ont besoin de s'allier, vu leur taille respective. Tandis que le RN n'a pas beaucoup moins besoin d'alliés que la LFI. Vas-y Flavie, toi, quel est ton point de vue sur la chose? Sur quelle chose exactement? Sur le Front populaire, la constitution de ce Front populaire. Oui, c'est assez étonnant parce que c'est vrai que y a des grosses dissensions, notamment sur les questions d'antisémitisme. Et puis, oui, je dirais que c'est la principale dissension en réalité. Là, il y a quelque chose que j'ai raté, c'est l'éviction de Glucksmann. Comment ça s'est passé? Il était en plateau télé et puis tout simplement les dirigeants du PS parce que bon, il orbite autour du PS. Ils ont négocié sans lui. C'était assez. Oui, en gros, ils ont fait le truc. De toute façon, il est à place publique. Il n'est pas au PS. Et les dirigeants du PS étaient en mode. Et ils auraient pu faire un choix qui aurait été de faire une alliance anti-LFI avec les communistes et les écologistes. Mais finalement, ils se sont dit c'est trop risqué. Il nous faut la gauche unie, donc on va s'accommoder des LFI. Et finalement, ouais, ils ont raison, je pense, en un sens, parce que y aller séparer, en fait, à court terme, ça leur coûterait très cher. Mais si jamais ils arrivaient à une majorité, à mon avis, ça ne ferait pas comme la gauche plurielle qui avait porté Lionel Jospin au pouvoir en 1997 et qui avait tenu jusqu'en 2002, pendant 5 ans. Là, à mon avis, ça exploserait, mais très, très rapidement. Les dissensions à gauche, en fait, sont très importantes. Moi, ce que je vois avec ce nouveau Front populaire, c'est comme tu le disais bien, Gauthier, l'histoire se répète toujours. Une première fois, comme on la connaît, et la deuxième fois en tant que farce, qui est une forme de marque. C'est Marx qui disait ça, ouais. C'est pas moi. Oui, mais tu l'as repris. Et là, la gauche, en fait, elle s'est réunie à nouveau, parce qu'elle avait le précédent NUPES. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que depuis au moins 2022, la gauche n'est capable de s'unir et de susciter des votes que par le sursaut républicain contre l'extrême droite. C'est le moment de se mobiliser, il faut y aller parce que cette fois-ci, sinon c'est la haine, c'est le fascisme qui a passé. Alors, je conviens toujours que les partis de gauche ont toujours des programmes, tout ça, mais ils mettent beaucoup moins l'emphase là-dessus et ils font beaucoup plus campagne sur le fait que ce sont des barrages, des remparts contre. Regardez, entre autres, Bardella a dit que il faudrait faire des choix sur la réforme des retraites. Vous allez garder votre réforme des retraites à 64 ans et tout ça. Ça fait surtout campagne contre le RN et ce qu'il représente. Également contre
D'un autre côté, ça se comprend parce que tout à fait. le centre Renaissance compagnie, appelez ça comme vous voulez, est mort, pour ainsi dire. Et les partis de droite classiques sont à l'agonie. Donc, Et Bah, puis, c'est assez raccord en fait avec les années 80. Parce que dès les années 80, en fait, c'est touche pas mon pote, c'est toujours de politiser notamment les jeunes dans le refus du Rassemblement national, cette idée la jeunesse emmerde le Front national, etc., etc. Et maintenant, ces jeunes des années 80, bah, c'est les électeurs qui ont 40, 50 ans. Et donc, il faut reprendre un petit peu les mêmes stimuli que ceux de la jeunesse, que ceux qu'il y avait dans la jeunesse, sauf que ça marche de moins en moins. Oui, absolument. bah, disons qu'ils ont aussi avec le RN, c'est les deux seuls partis qui ont un électorat jeune. Donc c'est pas les mêmes jeunes, mais il faut qu'ils aient qu'ils axent leur campagne sur les thèmes qui mobilisent ces jeunes-là. C'est pas là-dessus, on est vraiment tout ça est quand même très cohérent, on va dire, pour dans l'espace temps d'une campagne qui va être menée à toute vitesse, qui va voilà, d'ailleurs il va pas se passer grand-chose sur le terrain en 3 semaines, ils ont le temps de rien faire quoi. Ouais, justement. Mais Là, c'est ça va, vrai que ça va vraiment être des votes pour des partis. Ça va être que de la com en ligne ou à la télé. Oui. Alors là, je m'inscris en faux, Sébastien, parce qu'il se passe des choses sur le terrain, et notamment au siège des Républicains. Parce que Attends. D'accord. Vas-y, Flavie, parce que tu Non, je voulais fais juste terminer sur les jeunes parce que c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est 2 camps de jeunes qui se détestent. C'est ça quand même le danger à l'avenir. C'est une radicalisation de jeunes qui est bien plus violente que la droite et la gauche d'autrefois. Oh, pas sûr, non. Pas sûr là-dessus. Je pense que de toute façon, là, on va devoir payer cette grande expérience qui était vouée à l'échec, et parce qu'elle a toujours été dans l'histoire, toujours été, quels que soient ses avatars, c'est de vouloir gouverner au centre et de nier les oppositions, les clivages ne fait que l'exacerber. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un retour de bâton avec peut-être cette alliance dominée plus ou moins par la LFI qui sera la nouvelle gauche et le RN qui sera le vaisseau amiral de la nouvelle droite. Et ça va. Et puisqu'on a eu des années de blabla complètement desséché, technogestionnaire, où on a nié les passions politiques et où surtout on a oublié les jeunes, ça a été oui, ça va peut-être le bien malin qui pourrait dire dans quel état sera la France en septembre. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu la dissolution. C'est que Macron a une idée de quel état la France sera en septembre et s'est dit autant faire les élections 3-4 mois avant septembre. Alors, pour passer, avant de passer aux discussions peut-être plus de comptoir aussi, pour faire le parallèle avec ce qui se passe en Europe, c'est un clivage énorme en France, mais au niveau de l'Europe, c'est le PPE qui graisse le groupe majoritaire. Ça n'a pas changé grand-chose. Oui. Mais comme vous l'avez dit, c'est la droite radicale, extrême droite qui pousse avec Identité démocratie et les réformateurs et conservateurs européens qui ont nettement gagné des sièges. C'est plus les dynamiques au niveau national qui changent un peu avec justement la disparition un peu du Parti socialiste allemand face à la AfD. Encore un qui a disparu. Bon, allez, on passe aux Républicains parce que je pense qu'on a un petit peu besoin de tous s'amuser. Et donc, on voit... moi, je n'aurais jamais vu, Ciotti en... héros de la droite. Personne assez assiégée, en général Cambronne qui dit merde. Je trouve vraiment que c'est formidable. Et avec donc un contre-bureau, ils s'excluent mutuellement. Enfin, c'est le bureau. Ils ont décidé de se suicider avant les élections. C'est comme c'est pratique, mais ouais. Alors c'est vrai que c'était un spectacle assez pathétique parce que on voit tous ces barons les barons opposés à Ciotti qui ont des grands sursauts de moraline
et d'écœurement, tout ça est surjoué. Par rapport à Ciotti, j'ai un petit doute sur ses convictions personnelles. Est-ce qu'il ne joue pas un coup de placement sur le RN, point barre, de placement, je dirais, de gamelle et de placement politicien? Je tiens juste à donner cette petite anecdote. Je connais un ex-député socialiste très macronisé aujourd'hui qui me disait avec beaucoup de provocation, tu sais, par exemple, quelqu'un comme Ciotti, à la buvette de l'Assemblée nationale, il est très très copain avec les macronistes, il nous tape dans le dos et il ricane en disant on est bien d'accord, l'immigration c'est le cadet de nos soucis. Bon, c'est ce que cette personne me relaie, ça vaut ce que ça vaut. Impossible. Pardon? Ouais, de toute façon, ça serait pas étonnant. Là, en fait, il essaie simplement de sauver sa circo parce que. Oui, parce que. Il est menacé dans les Alpes-Maritimes. Lui, c'est son siège et les sièges de plusieurs de ses proches, de fait, pourraient dépendre du Rassemblement national, voire pourraient être menacés par le Rassemblement national. Sa décision, qui est quand même un pari, parce que il est à la tête des Républicains, qui est un parti dans une phase très difficile, qui est à mi-chemin entre effectivement le Rassemblement national et Renaissance, qui se cherche une nouvelle raison d'exister, qui n'y arrive pas parce qu'il est divisé entre son aile droite, qui est plus dure, on va dire, qui est incarnée par Ciotti, et son aile plus de gauche, son aile libérale centriste. Mais faut pas se fourvoyer. Les députés là et les sénateurs qui sont opposés à Ciotti en privé, c'est comme beaucoup de députés socialistes. Ils n'en pensent pas moins et en fait, en privé, ils sont même plus radicaux que le Rassemblement national. C'est juste qu'ils n'assument pas. Ils n'assument pas publiquement leur position parce que ils veulent pas être voués aux gémonies médiatiques et ils sont encartés dans un parti. Ça la foutrait mal que tu es au PS et que tu es opposé à l'immigration et que tu es pour mater la racaille ou des trucs comme ça, tu vois. Bon, les Républicains, c'est un peu moins un problème parce que ça reste à droite. Il y a aussi à droite un tabou sur le sujet de l'immigration maintenant, c'était moins le cas avant. C'est surtout un tabou vis-à-vis du Rassemblement national, parce que le Rassemblement national, c'est le rival à droite. La barrière sanitaire avec le Rassemblement national, mais il y a aussi cette volonté d'être respecté, en fait. Et c'est vraiment le thème qui peut permettre d'entacher le respect. Et résultat, c'est un peu l'éléphant au milieu de la place, du magasin, plus exactement, ce thème de l'immigration, même à droite. On ne nomme pas la chose, elle n'existe pas vraiment. Et résultat, on a un Frankenstein qui se développe à côté, qui est le RN. C'est plus immigration et sécurité, je pense. Est-ce que vous croyez à la thèse de la porosité de l'électorat républicain vis-à-vis du Rassemblement national? Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'on est arrivé à un étiage, là. Ils font 6%. Le Rassemblement national a énormément monté. Ils ont siphonné tout ce qu'il y avait à siphonner, quoi. 6-7%, oui, les républicains. Donc, moi, je pense quand même que quelqu'un qui vote républicain à l'heure actuelle, c'est vraiment qu'il n'a pas envie de voter Rassemblement national. Disons qu'il a un blocage social parce que c'est les ploucs, le RN. Ceux qui votent républicain, c'est encore c'est encore une bourgeoisie qui veut rester propre, on va dire. Donc Zemmour, et les RN, c'est trop plouc. Donc c'est peut-être juste aussi un vote de conviction, hein. Il y a peut-être des gens qui sont à droite, mais qui ne sont pas aussi droitiers sur certains sujets que le Rassemblement national ou que le Reconquête. Il y a ça aussi, mais dans ce cas-là, en général, ils vont vers Macron. Avec les enquêtes d'opinion, en fait, on constate qu'on a environ la moitié de la base électorale des Républicains qui peut aller voter pour le Rassemblement national. On voit vraiment bien que le parti est divisé en deux là-dessus. Il faut absolument qu'en fait les choses se clarifient. C'est un parti qui ne sert plus à rien dans ces cas-là, qui est trop divisé. La crise actuelle, en fait, est assez révélatrice parce que Éric Ciotti a fait un pari. Donc, il a fait un pari à la fois très probablement pour des raisons personnelles, mais aussi des raisons pragmatiques et peut-être un peu idéologiques, parce que de fait, il y a vraiment des proximités entre les Républicains et le Rassemblement national. Mais quand on voit l'accord qu'il a réussi à négocier, c'est-à-dire qu'il a environ 80 circonscriptions où les Républicains seront soutenus par le Rassemblement national, il faut voir lesquelles circonscriptions, mais
dans beaucoup de circonscriptions, si on additionne RN-LR, c'est parti en tête au premier tour. Et tu pars sur le principe que une partie de l'électorat macroniste va préférer se déporter vers la droite et un candidat républicain. C'est quasiment une victoire assurée pour les candidats républicains dans beaucoup d'endroits. Éric Ciotti a fait un pari où il s'est opposé au cadre supérieur du parti, mais il sait qu'il a les bases avec lui. Il y a les jeunesses des républicains, qui sont ce qu'elles sont, qui lui ont apporté son soutien. Il a eu le soutien de l'UNI et tout ça. Et il a lancé une pétition en ligne pour avoir le soutien. D'autant plus qu'on ajoute que, effectivement, vous avez parlé du bureau politique, mais le bureau politique qui s'est réuni avec les barons, c'est un truc qui n'a aucune valeur juridique au sein des Républicains. C'est pas le bureau national qui aurait pu, s'il avait été convoqué, qui aurait pu remettre en cause la présidence d'Éric Ciotti. Là, les mecs se sont réunis, ils ont tenté de faire un coup d'État et de mettre la pression à Éric Ciotti, sauf qu'il n'a pas cédé, et du coup, vu que c'est pas légal, il va pouvoir les traîner en justice et il va peut-être pouvoir les dégommer. Ils auront l'air malins. Enfin, ça sera après les élections, de toute façon. Effectivement. Mais est-ce qu'on peut tenter un accord comme ça, sans l'accord de son parti, sans réunion interne, sans vote Il est vraisemblable. Pour Marion Maréchal, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable dans ces cas-là? Il est probable qu'il en avait parlé avec certains, notamment Bruno Retailleau, mais que celui-ci, voyant en fait la tempête, de traduction française, la tempête de caca, qui a déclenché sa décision, il s'est rétracté et du coup il a rejoint les autres, il a rejoint les frondeurs, on va dire. Mais enfin, Bruno Retailleau, sérieusement quoi, il est à peu près sur la même ligne que Ciotti. C'est un villieriste, il est totalement compatible avec le Rassemblement national, c'est juste du jeu. C'est complètement du jeu pour. On voit d'ailleurs avec Bellamy, puisque Bellamy a déclaré qu'en cas, s'il avait à choisir au second tour entre Rassemblement national et la France, il a été clair. Mais on l'entend pas là, Bellamy, hein. On l'entend assez peu. Il y a au Parlement européen, mais c'est normal après. C'est le choix entre la gauche et la droite. C'est normal qu'il va choisir quand même la droite, quand bien même c'est Rassemblement national. C'est normal, là encore, bon, alors c'est le privilège d'être vieux, mais lorsque, en 98, si je me rappelle bien, il y a eu les élections régionales, quand Charles Millon avait voulu se maintenir à la présidence du conseil régional de la région Rhône-Alpes avec les voix du Front National, ils avaient été purgés. Et ça avait été vraiment extrêmement violent. Là, on voit que Ciotti va peut-être survivre. C'est quand même... Oui, c'était le FN de Le Pen père, donc c'était quand même pas la même. Totalement. C'était pas la même ambiance, et puis surtout ils étaient peu nombreux. Et je pense que le gros problème du parti LR, c'est que ils n'avaient pas prévu, ils ont absolument pas prévu une telle situation en fait. Là, je crois qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui a Oui, avoué que leurs statuts n'ont pas prévu problème. Non, donc ils peuvent. Oui, ils peuvent pas. En théorie, ils peuvent pas destituer Ciotti. Mais Ciotti ne peut pas signer d'accord non plus avec le oui, c'est au bureau national de le décider, ça. Mais Ciotti, il a pas choisi de. Enfin, il a conclu des accords de fait. Et s'il trouve les 80 députés qui sont prêts à s'accommoder d'un soutien du Rassemblement national, les frondeurs, ils sont de fait, ils l'ont profond, pour rester poli. Ils sont marginalisés. Ouais. Oui. Mais c'est pas sûr qu'ils quittent. Peut-être que certains quitteront les Républicains, mais c'est comme au PS, même si la déchirure est peut-être plus profonde, quand il y avait eu la première NUPES, où il y avait eu certains qui avaient refusé l'alliance avec LFI. D'ailleurs, aujourd'hui, on note que pour le Front populaire, il y a les delgacistes, donc avec Delga, qui ont cette fois-ci soutenu le Front populaire, alors qu'ils sont anti-NUPES de base. Ça veut dire là quand même que la situation est merdique, et quand on voit à quel point ils tractent à droite et à gauche pour avoir le plus de partis de gauche, c'est vraiment l'union de la gauche, c'est les vengeurs de la gauche française. Hein. Après, les vengeurs, c'est les super-héros les plus puissants. Donc je suis pas sûr que de la gauche française. Oui. Attention. Je pense en face, il y a Thanos. Ils sont surtout en train de jouer leur survie là, parce que
ça pourrait se retrouver sans une alliance à gauche. Tu peux avoir une majorité absolue pour avoir une majorité absolue pour le RN. Là, ce sera nettement moins probable. Pardon. Bah, si on se fie à des projections électorales, qui valent ce qu'elles valent, hein, toujours, avec les résultats là aux élections européennes, on a, en cas d'alliance, donc on considère que le cadre du Front populaire reste et que l'alliance RN subsiste. Elle n'a pas de raison de céder, hein, vu que Ciotti va rester en place et qu'il trouvera bien 80 gus qui s'accommoderont de la nomination. Le RN devrait arriver en tête au premier tour dans la majorité absolue, hein, majorité absolue des circonscriptions françaises. Et pour un second tour, si on considère les voix Renaissance du centre, que la moitié se déporte à droite et l'autre moitié se déporte à gauche, moi je pense plutôt qu'on sera sur 2 tiers à droite et 1 tiers à gauche, mais je peux me tromper, le Rassemblement national va l'emporter. En fait, le Rassemblement national peut faire une énorme razzia, très inattendue, et avec le Front populaire, c'est le centre qui va mourir. Renaissance qui risque de claquer avec juste quelques députés, avec région parisienne et éventuellement des grandes villes. Ça va vraiment être très très compliqué pour le centre. Le parti et Glucksmann là-dedans, parce que Glucksmann, c'est place publique, donc bon, il vaut rien. C'était un machin qui était valable que pour les européennes, honnêtement. Glucksmann seul, il vaut rien. Ça va faire un peu comme les écologistes. Souvent, les écologistes avaient de très bons résultats aux européennes et disparaissaient complètement corps et âme. C'est ça. Ben là, c'est qu'il s'est fait marginaliser directement. Il a été utile et il s'est fait dégager. Mais dans aucun lapsus, dans aucun monde, je vois le Front populaire avoir une majorité. Non, ça c'est pas possible, honnêtement. Mais ils peuvent conserver leur siège et ils peuvent peut-être en gagner. Ce sera déjà une victoire pour eux. Mais au maximum, ils font 200 députés. Et encore, je pense que c'est beaucoup. Parce qu'il y aura trop de résistance de la part du centre. Alors quand même, Flavie, tu parlais des mecs de droite macronistes qui font confiance à Macron pour gérer la France. Quand bien même, eux, ils vont choisir Macron au premier tour et Renaissance, le problème, c'est que dans beaucoup de cas, face à une union de la droite et une union de la gauche, le centre, il n'arrive pas au second tour. Et du coup, ils vont être forcés de se déporter ou de s'abstenir. Et si jamais c'est le cas, la droite va dégommer beaucoup de circonscriptions. Ils risquent de voter peut-être pour RN et NCO, parce qu'ils vont paniquer par la LFI. Donc, en fait, s'ils sont avec un candidat LR, il y a vraiment beaucoup plus de chances qu'ils se déportent sur lui que si c'est un candidat RN. Même si je pense qu'ils se déporteront quand même sur du RN, mais une partie moins importante cependant. Mais du coup, on risquerait de se retrouver avec une Assemblée nationale dominée. Je pense qu'un Rassemblement national, premier parti de l'Assemblée nationale, est assez inévitable. À voir cependant quel poids il va avoir. Est-ce qu'il va avoir de quoi avoir une majorité absolue avec les Républicains? Est-ce qu'il va devoir composer avec un centre qui va peut-être survivre? Ou est-ce qu'il y aura absolument rien à faire parce que ce sera trop le bordel? Et puis, il y a aussi une vraie question, c'est, parce que c'est bien gentil d'avoir la majorité, mais aussi la capacité. Oui, tout à fait. Parce que je ne suis pas sûr que le Rassemblement national soit capable d'envoyer plus de 200 personnes à l'Assemblée qui soient vraiment compétents. Alors, vous allez me dire, la République En Marche non plus n'a pas envoyé 200 personnes compétentes à l'Assemblée, mais c'est quand même pas pareil, parce que là, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, pour ne pas décevoir leurs électeurs, va falloir qu'ils procèdent à des changements systémiques. Et les changements systémiques vont entraîner des réticences, des oppositions, que ce soit dans l'administration, que ce soit à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale même. Donc, je pense quand même que ça va être très, très compliqué parce que, alors, là encore, peut-être que c'est des présupposés et des préjugés. J'avoue que
j'ai du mal à imaginer une France où il y a 31,5% de gens qui votent Rassemblement national. C'est tellement de la science-fiction par rapport à la situation qu'on avait encore en 2012, c'est-à-dire il y a à peine 10 ans. Mais j'ai du mal à imaginer 200 députés Rassemblement national compétents. Ah Oui, non, compétent, c'est compliqué. Voilà. Mais Par rapport à ce dont on aurait besoin, s'ils auraient besoin, s'ils veulent vraiment changer en profondeur le pays. Depuis 2022, le truc, c'est que le Rassemblement national, vu qu'ils ont eu 89 députés, en fait, il y a des cadres qui les ont rejoints. Il y a le groupe des Horaces qui orbite autour du Rassemblement national, qui sont des cadres, des anciens hauts fonctionnaires, des magistrats, des trucs comme ça. Et là, le RN pour les législatives commence à débaucher des gens. Rien qu'un exemple. Bon, c'est une petite figure médiatique, mais l'avocat Pierre Gentillet, par exemple, qui était chroniqueur périodique chez CNews, il va être candidat à la députation, par exemple, pour la liste LR-RN. On a un ancien baquiste de Marseille qui va être candidat pour la région de Toulon, enfin pour la circonscription de Toulon. Bref, il y a des gens qui sont débauchés, et surtout que le RN peut bénéficier d'un apport de cadre de la part des LR. Si jamais ils sont forcés d'avoir un accord avec eux s'ils veulent gouverner, Ou de LR conserve des cadres, de fait. Il y a Guillaume Bigot aussi, hein, qui est investi par le RN, je crois. Ouais, je pense que avec des gens, on aime beaucoup discuter de ce sujet-là. Idéalement, ce serait bien que le RN ait encore quelques années, 3 ans, pour se préparer à l'exercice du pouvoir. Mais paradoxalement, si hypothétiquement ils arrivaient à avoir un gouvernement, alors Bardella Premier ministre, moi j'y crois pas hein, personnellement, mais ce n'est qu'une croyance personnelle. En plus, il est très jeune quand même. 28 ans pour être Premier ministre. Déjà qu'Attal, c'était limite, alors si on est à 28 ans. Non, ça me paraît. Ou alors ils sont vraiment à poil, mais. Non, je mise plutôt sur un Premier ministre républicain qui pourra faire la jonction entre le RN et une partie du centre. Je pense quand même que le RN est quand même conscient du piège que leur tend Macron. C'est-à-dire les mecs, c'est des branques, ils vont se planter. Surtout que même s'ils avaient une équipe de crack, ça va être compliqué. Le budget est quasiment invotable. 2025, ça va être une catastrophe. Celui de 2024 a eu raison d'Elisabeth Borne parce qu'il a fallu 19 à 49,3 pour le faire passer. Enfin, la situation financière de la France est extrêmement complexe. Oui. À moins que le RN veuille faire la révolution et faire un défaut de paiement sur la dette ou un truc comme ça, mais ça m'étonnerait. Parce que la condition du ralliement, ça va justement être de rester dans les clous. Faut pas s'attendre à. Bardella se veut rassurant quand même au niveau financier. Par exemple, il a bien dit quand il a été questionné sur la retraite qu'il faudra faire des choix. Il essaye de rassurer les investisseurs et tout ça, enfin les patrons, ce genre de choses, pour que le RN ait une crédibilité là-dessus, parce que son programme économique fait encore un peu flipper certains. Mais avec un gouvernement RN-LR, dans l'hypothèse où ça viendrait arriver éventuellement avec un soutien du centre, c'est pas trop dur de bien gérer. Tu renforces la sécurité, enfin, tu appliques la loi, genre tu appliques les OQTF. Tu appliques les OQTF, tu laisses faire la police pour qu'elle s'occupe des coins de deal et des trucs comme ça. Tu fais attention aux débordements policiers, parce que ça aussi, ça peut vite leur retomber sur la gueule. Oui, mais il y a aussi l'attitude de la magistrature, de la haute fonction publique, etc., qui a pensé comme ça, parce que tu as quand même le Conseil constitutionnel qui, depuis que les institutions de la Ve République sont complètement parties en sucette, le Conseil constitutionnel déborde complètement de son rôle. Les obstacles restent les mêmes, oui. Ouais, il faut savoir que derrière Fabius, Juppé, des vieux dinosaures, c'est quand même des hauts fonctionnaires complètement anonymes qui gèrent le truc. Il y a aussi le syndicat, la magistrature. On a vu la déclaration du syndicat de la magistrature. Donc, après, ça peut être une opportunité pour les RN s'ils décident de montrer que c'est pas le fascisme. Oui, et puis ou de remettre à leur place certaines organisations qui
certains corps qui ont largement sorti de leur rôle. Voilà. Mais bien malin de savoir ce que ces gens veulent faire. Est-ce qu'ils veulent juste simplement se vautrer dans la piscine parce que maintenant c'est leur tour d'en croquer, ou est-ce qu'ils ont un vrai On va espérer ça. Mais est-ce qu'ils ont un vrai ou est-ce qu'ils veulent vraiment faire quelque chose? Faut voir. Ils vont probablement être forcés à faire des compromis, notamment sur l'Union européenne et tout ça. Mais il y a des sujets sur lesquels ils ne pourront pas transiger, sinon ils vont perdre vraiment trop d'électorat et ça va être la mort pour eux. Mais sur des sujets plus sociaux, par exemple, comme la question des agriculteurs, entre autres. C'est là où ça va être vraiment intéressant de voir. Parce que sur la question migratoire, ils vont être obligés de se battre parce que c'est leur. Au moins la sécurité. La sécurité. Parce que c'est pas. Enfin, l'immigration et sécurité sont vraiment très liées. Et l'insécurité est vue comme ayant un lien avec l'immigration, ce qui n'est pas faux. C'est un ressenti. Exactement. S'ils arrivent à restaurer la sécurité ou à augmenter la sécurité, ce sera déjà bien. Parce que de fait, ils ont beaucoup de limitations à cause de l'Union européenne. Mais exécuter les OQTF, ça par exemple, c'est un truc banal. Mais ça peut faire gagner des points très vite parce que tu appliques juste la loi et tu n'es pas laxiste. Simple. Et c'est pas d'expulsion collective. Donc, normalement, là-dessus, il ne devrait pas y avoir de problème avec l'Europe. Seul petit problème possible, c'est peut-être avec la CEDH. Et pour les institutions problématiques, par exemple, comme le Conseil constitutionnel, j'ai entendu dire que des républicains seraient favorables au fait de le faire sauter parce que le Conseil est trop chiant sur certains sujets. Donc là-dessus... Mais comment tu peux sauter légalement? Comment tu peux le faire institutionnellement? Un vote à l'Assemblée... C'est quand même compliqué, hein, parce que par exemple en Pologne, il y a quelques années, c'est le début d'ailleurs des déboires du PiS avec l'Union européenne, une reprise en main du Conseil constitutionnel qui était accusé de prendre des décisions trop politiques. C'est quand même une pente assez glissante, hein, parce que il faut quand même se rappeler que c'est la base de l'état de droit, le contrôle d'une certaine forme de légalité. Et là-dessus, ça serait une mesure révolutionnaire qui entraînerait une volée de bois vert de l'extérieur, hein, des partenaires de la France. Donc, c'est pareil, il faudrait avoir le cœur bien arrimé, hein, pour faire ça. C'est vrai. De toute façon, la révocation des conseils a peu de chances d'advenir. Mais c'est quand même une hypothèse à considérer. Tu veux dire, Sébastien? Ils peuvent aussi simplement faire de l'anti-Macron, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on arrête de faire des déclarations à la con à l'emporte-pièce. On arrête notamment à l'international, si on pouvait arrêter de faire n'importe quoi, tu vois, neutraliser Macron, qu'il arrête de faire des provocations à 2 balles avec la Russie. Mais ça, ils ne pourront pas le faire parce que déjà, les traités sont signés avec l'Ukraine et il restera commandant des armées et responsable de la politique étrangère. Il reste chef de la diplomatie. Oui, mais je pense que quand même le président, il y a quand même pas mal de choses qu'il ne peut pas faire sans le Premier ministre. Ça pourra même, mais là, soyons fous, et si peut-être une réforme constitutionnelle pour désarmer le président. Non. Ouais, mais il faut les 2 tiers. Ils n'auront jamais les 2 tiers parce qu'il faut le Sénat. Ouais, mais ce serait marrant de proposer un truc. Mais ça pourrait être chiant vis-à-vis de la gauche parce que ça, c'est quand même le grand dada de la gauche qu'il faut arrêter cette monarchie présidentielle et on fait faire un. Et voilà. Mais si ça vient de la droite et du RN, ils vont s'y opposer par principe. Oui, du coup, il y a surtout le Sénat. Le Sénat restera républicain. Hein. Bien sûr. Parce que le Sénat, ils sont inamovibles pendant 9 ans. C'est les grands électeurs qui les élisent. Avant que, sous la Troisième République, avant que le Sénat commence à bouger, il a fallu attendre 25 ans. Hein. Donc Macron, il aura l'âge de Brigitte, hein, quand il pourra aller le rattraper avec une réforme constitutionnelle. Le Sénat pourrait vraiment bloquer sur les sujets les plus complexes. Mais sur une application de politique vraiment de droite, on va dire, je ne suis pas sûr que le Sénat bloquerait pour des trucs sécuritaires, rapport avec l'immigration et tout comme ça. Ou vers un équilibre budgétaire, le Sénat ne devrait pas trop être un problème.
Faut pas oublier que le Sénat a quand même été l'institution qui a été force d'opposition à Macron pendant tous ses mandats. C'est le Sénat sur l'affaire Benalla, etc., qui a fait le taf. Parce qu'au Sénat, il y a quand même beaucoup de politiciens chevronnés qui, en plus, n'ont pas toujours le coup sur le coup près des élections. Donc, il ne faut pas négliger dans l'éventualité d'une cohabitation, d'un gouvernement Rassemblement national, que le Sénat leur mette toutes les peaux de banane du monde. Oui, surtout la plupart des sénateurs justement républicains sont opposés à l'union. Après avoir, est-ce qu'ils resteraient en cas de victoire de l'Alliance? C'est pas sûr, on est encore trop tôt pour se projeter là-dessus. Je propose qu'on passe au dernier thème, puisque souvent la gauche dit qu'à Reconquête, c'est des nazis. Alors évidemment, nous ne nous prononcerons pas là-dessus, mais c'est clair qu'il y a la nuit des longs couteaux qui s'y déroule chez Reconquête, puisque, alors, si j'ai bien compris, parce que c'est un peu comme Dallas, quand on manque des épisodes, on est paumé, Marion Maréchal Le Pen était tête de liste, elle a été élue députée européenne, et là, à ce moment-là, elle a discuté avec sa tante pour un accord. Sa tante lui dit d'aller se faire foutre. Mais finalement, eh bien, Marion retourne vers le RN, se fait exclure de Reconquête. Enfin, c'est à ce moment-là où ça devient trop rapide et je ne comprends plus rien. Et là, ce soir, il y a un appel de Sarah Knafo à Bardella. Donc, alors, si ça vous dérange pas, moi j'ai suivi toute cette affaire, tout ce feuilleton incroyable. Tout ce feuilleton incroyable. Qu'en fait, effectivement, il semblerait qu'après justement les élections européennes, des négociations et l'annonce de la dissolution, les négociations aient commencé menées par Marion Maréchal, avec le Rassemblement national, donc Bardella et Marine Le Pen. Zemmour avait l'air d'apprendre certains trucs au discours de Marion Maréchal, le premier qu'on avait vu. On l'avait vu tirer un peu des drôles de tête. Mais elle a mené des négociations. Et apparemment, elle a été harcelée de SMS par Zemmour pour qu'elle le tienne au courant de la situation. Un accord semblait vraiment en bonne voie. Et finalement, après un report de réunion avec la direction et tout ça de Reconquête, Marion s'est pointée et a dit que l'accord avait échoué. Le RN a dit officiellement, parce qu'on ne veut pas être associé à des figures radicales comme Éric Zemmour, c'est une excuse de merde. C'est quand même... C'est assez rigolo quand même. Le Rassemblement national qui dit qu'ils ne veulent pas être associés à un journaliste juif. Là encore, on a changé d'époque quand même. C'est le grand remplacement. Non, mais c'est une excuse de merde. C'est parce qu'ils savent que 90% ou 80% de l'électorat de Reconquête, lapsus, peut se reporter sur le Rassemblement national, que le Rassemblement national est en position de force absolue à droite, et que Reconquête, ils peuvent s'en passer. En fait, ils ont plus besoin de LR que de Reconquête, et ils se disent, de toute façon, Reconquête, ils risquent pas de nous menacer, on peut les éclater, et on peut récupérer leurs électeurs, donc c'est pas un problème, pas besoin d'accord. Là-dessus, quand Marion est revenue, il y a eu, semble-t-il, une embrouille assez courte au QG de Reconquête, où il y aurait eu des mots pas très gentils qui auraient été échangés, et Marion, avec certains des cadres avec lesquels elle était arrivée, donc ceux qui avaient fait campagne et tout ça avec le RN avant et tout ça, serait retourné, aurait fait la déclaration sur CNews, je crois, comme quoi ils étaient en désaccord avec la stratégie d'Éric Zemmour, c'est-à-dire de mettre des candidats contre les candidats de l'Union des droits, donc RNLR, et elle appelait à ne pas en mettre dans la stratégie de l'Union des droites. Et une autre nouvelle est tombée, comme quoi elle avait réussi à faire en sorte, de par un accord avec le RN, que certaines personnalités de Reconquête aient plus ou moins un siège. C'était pas très net si c'était un siège RN, estampillé RN, ou si le RN ne s'y opposerait pas. Je pense que c'était un siège estampillé RN, mais de fait, c'est des personnalités de Reconquête. Ça fait tellement, excuse-moi Noah de t'interrompre, mais ça fait tellement l'assiette au beurre, quoi. C'est hallucinant. C'est vraiment bizarre. Et du coup, Zemmour, il est passé sur BFM TV hier soir, où il s'est fait cuisiner gentiment par les journalistes. Et on va parler crûment, il a été con,
et il a été émotif. Il n'a pas été réaliste du tout. Et il a fait « oui, j'ai été trahi. Marion Maréchal m'a trahi. Elle a choisi le regroupement familial, enfin le rassemblement familial. Bref, il a fait une vanne, qui est plutôt drôle. Ok, mais voilà, record du monde de trahison, ce genre de machin. Et du coup, il a exclu en direct sur BFM TV Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, parce que lui aussi, donc, qui est vice-président exécutif de Reconquête, donc Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, ils aura tous fait, quoi. Et en fait, non, mais de fait, ceux qui se retrouvent exclus de Reconquête, ce sont les eurodéputés, Reconquête, c'est bête, et globalement les cadres. Les cadres issus de la droite qui avaient rejoint Reconquête. Et à Reconquête, en fait, il reste la base militante qui est solidement avec Zemmour quand même, Sarah Knafo. Donc en fait, ils n'ont pas perdu tous les eurodéputés. Il en reste au moins une. Mais ils sont Reconquête... Quand on a Sarah Knafo, on ne peut être que sauvé. Reconquête, en fait, est un peu vidé. Et là, c'est peut-être... à moyen terme, c'est peut-être fini pour... donc, du coup, les députés Reconquête, là, ils vont siéger au Parlement européen en indépendant ou au Rassemblement national? C'est pas sûr. Peut-être qu'ils vont rester dans les réformateurs et conservateurs européens, ou ils vont peut-être rejoindre l'antidémocratie. Ah oui, on a aussi Stéphane Ravière, le sénateur de Marseille, là, qui quitte aussi Reconquête. Et on n'est pas exclu, il part. Plus. Et on assiste à droite à... En fait, le RN, c'est comme un énorme trou noir. C'est-à-dire qu'il déchire ce qui orbite autour de lui pour le bouffer. On va quand même pas dire, au vu des personnalités que tu évoques, que c'est la fuite des cerveaux, mais c'est quand même, ça ressemble à une hémorragie. C'est du personnel politique qui a de l'expérience. C'est ça le truc. C'est des gens qui savent comment faire campagne. Alors, en termes de compétences, ça peut discuter, mais c'est des gens qui ont fait campagne, qui savent comment le faire. Et du coup, c'est eux qui partent. Et c'est en ça que ça fait mal. C'est la perte d'une certaine expertise. Et le RN là-dessus, moi je suis sûr que hier soir, devant BFM TV, Jordan Bardella et Marine Le Pen, ils devaient être en train de se frotter les mains parce que ils savaient qu'il pouvait se passer de Reconquête, mais là, de fait, ils ont provoqué assez indirectement une implosion partielle de Reconquête. Enfin, bon coup pour eux. Moi, je suis pas sûr que l'existence de Reconquête soit si mauvaise que ça pour le Front, le Rassemblement national, parce que c'est toujours bon quand tu es un gros parti comme ça d'avoir des petits poissons pilotes qui vont mobiliser au premier tour des électeurs qui sont plus radicaux que toi pour ensuite les ramener au bercail. C'est souvent ce que faisait la gauche avec les petits satellites du genre Parti radical, écologiste, qui allaient gentiment se rallier aux candidats socialistes au second tour. Donc, l'affaiblissement de Reconquête, c'est pas forcément une bonne chose pour le Rassemblement. Oui, ça fait comme une cale à sa droite. Du coup, ça fait une soupape pour les gens qui sont pas contents peuvent toujours aller voir ailleurs et un point de repère pour ne pas déraper sur la droite. Il ne faut pas être plus à droite que essayer de déborder Zemmour sur sa droite. En fait, tout dépendra maintenant qu'il n'y a plus que Zemmour comme personnalité, de sa volonté de vouloir continuer. Si la base va vouloir continuer à le suivre. Mais non, c'est plutôt une bonne opération pour les faits, parce qu'il récupère quelques cadres. Bon, la qualité, c'était gratuit, donc ils vont pas regarder trop la qualité. Je suis pas sûr qu'ils soient en position. Par contre, Reconquête peut continuer à vivoter comme un club politique avec le statut de parti qui peut continuer à vivoter, mais qui n'aura pas trop les moyens, à moins que Zemmour se mette à faire de la formation et à faire émerger des cadres. Ça va être compliqué quand même. Il faudrait déjà qu'il commence à faire de la politique. Parce que fondamentalement, ce que son aventure nous apprend, c'est que commenter la politique, c'est un métier. Ça peut être un métier, mais en faire, c'est un autre métier. Et très clairement, il a pas passé le cap. Mais en fait, le RN a une... C'est pour ça que je disais, je suis d'accord avec Sébastien sur le fait que le RN y gagne. Mais, comme tu l'as dit Gauthier, c'est bien qu'un parti ne soit pas hégémonique. Le problème, c'est que le RN est dans une attitude hégémonique à droite.
Alors, heureusement, ils ne se sont pas dit qu'ils étaient en position pour tuer LR. Ça leur a sûrement traversé l'esprit. LR s'en occupe tout seul, merci. Oui, c'est ça. Non, mais ils ont fait le bon choix de tenter une alliance avec eux, parce que LR conserve un ancrage local, de fait. C'est eux qui ont le Sénat. Donc, faut pas acter trop vite, trop tôt la mort de LR, même si ça viendra, du moins sous la forme actuelle. Et oui, le Reconquête représentait un pôle plus conservateur, plus libéral économiquement que le RN. Plus extrémiste aussi. Oui, bah, c'est à peu près les mêmes positions, c'est juste que Reconquête les tient ouvertement. Sur les questions migratoires uniquement, hein, oui. quand tu dis extrémiste, c'est ça. Oui, c'est ça, au remplacement. Mais effectivement, c'est à terme, en fait, c'est un peu mauvais pour le RN, mais on n'est pas à l'abri que les transfuges, parce qu'au sein du RN, il y a plusieurs courants, hein, il y a une aile plus libérale que moi je vois, personnellement, libérale économique, hein, j'entends, incarnée plus par Jordan Bardella et une aile plus keynésienne sociale par Marine. Et si le RN, en fait, devient très important et devient vraiment absolu à droite, ok, mais il faut qu'à l'intérieur, il y ait des courants et que ces courants politiques puissent exister. Un peu à l'image du Parti libéral-démocrate au Japon, qui est le parti conservateur qui domine la vie politique japonaise. C'est super toxique, mais à l'intérieur du parti, il y a des courants et ça change, en fait. Le parti change un peu régulièrement. Là, tu parles quand même du Rassemblement national. Et le Rassemblement national, c'est un petit peu comme Ubisoft, quoi. C'est-à-dire une entreprise familiale qui a grossi au point de devenir une entreprise mondiale, mais en fait, c'est toujours les mêmes réseaux familiaux qui contrôlent. Donc, l'existence de courants dans le Rassemblement national, j'ai un peu du mal à y croire, personnellement. Ça demanderait déjà qu'il y ait un vrai travail intellectuel, ce qui n'est pas à gagner, et puis qu'en plus, qu'il y ait des gens qui puissent exister sans avoir couché ou embrassé une Le Pen, que ça soit une petite fille ou une fille, ce qui déjà est une pensée quand même qui est un peu flippante, quoi. Bah, il faudrait que ça cesse d'être une entreprise familiale. Bah, le groupe, c'est un peu le problème qui va leur tomber dessus quel que soit le résultat des élections, qui de toute façon les verra faire des gains conséquents. S'ils veulent être autre chose qu'un épouvantail, il va falloir que ça devienne un vrai parti politique. Oui. Et là, c'est une révolution culturelle. La question, ça, sans mauvais jeu de mots, c'est En Marche depuis 2022, comme je l'ai dit. Et là, ils peuvent facilement, je pense, atteindre les 100 députés. Les 150, c'est faisable. 200, c'est optimiste, mais ça m'a pas l'air impossible. Mais ils vont fatalement attirer en fait des gens qualifiés au sein de la haute fonction, à mesure en fait qu'ils lissent une partie de leur discours, surtout économique, parce que ça fait peur à pas mal de gens. Et ils vont forcément avoir un gain qualitatif, pas forcément directement dans le parti, mais autour. J'avais évoqué les Horaces plus tôt. C'est un processus qui se fait. C'est pour ça qu'idéalement, faudrait pas qu'ils exercent le pouvoir tout de suite. Mais ils peuvent peut-être le faire en coalition. Pas tout seul, certainement pas. Et Flavie, donc peut-être pour conclure, que ça t'inspire quoi, Sarah Knafo, Marion Maréchal, Éric Zemmour et leur règlement de compte? Toutes ces bonnes femmes. Oui, déjà, je pense que, j'en sais rien, mais j'imagine qu'entre les deux femmes, ça n'a pas dû être très aisé. Il y en a une qui a été mise en avant, et l'autre, finalement, Sarah Knafo, on l'a très peu vue. Il y a peut-être des raisons. Mais alors après, je pense que oui, Marion Maréchal est meilleure en plateau que Sarah Knafo, parce que je l'ai entendu qu'une fois, Sarah Knafo. Peut-être qu'elle a besoin d'un peu de média training, mais c'était pas extraordinaire. Donc voilà, moi de ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'au sein de Reconquête, il y a beaucoup de conflits, hein, que c'est voilà, que c'est très très compliqué. Mais j'en sais pas. C'est un mythe tellement plus que ça, voilà. Mais en effet, je pense que c'est un parti qui est parti sur une lancée très très forte et qui se décompose, hein, c'est ce qu'on voit. Donc c'est un peu triste. Et puis de toute façon, ils existaient
le grand prétexte de l'existence de Reconquête, c'était que le Rassemblement national était confronté à un plafond de verre. Là, le plafond de verre semble avoir disparu. Non, mais c'est vrai que c'était une aile plus libérale, plus bourgeoise, c'est-à-dire la bourgeoisie parisienne ou française, en tout cas, a moins de mal à voter Zemmour que RN. RN, c'est trop populaire, c'est trop plouc, entre guillemets. Et voilà. Et donc, mais le paradoxe aussi, c'est qu'aujourd'hui, Zemmour incarnait plus le parti des fachos que le RN. Donc c'est le paradoxe, même pour la bourgeoisie, elle était un peu entre le marteau et l'enclume, avec un parti qui était dit facho et un parti dit plouc, avec un programme en plus économique de gauche. Oh, la gauche te dira que la bourgeoisie est fasciste plus facilement. Pardon ? La gauche te dira que la bourgeoisie est plus facilement fasciste après. Après, moi, j'ai envie de dire... oui, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, justement, elle tient un positionnement antifasciste aussi. Donc... Mais du coup, on a un peu tous donné nos pronostics sur ce qui se passe à droite et tout ça. Toi, comment tu vois les choses pour qu'on se dirige vers une conclusion ? Non, je tenais aussi à dire que même pour des gens de gauche, que je connais de la deuxième gauche, on me disait, mais Marine Le Pen, c'est terrible, elle est de gauche. Mais c'était des gens de gauche qui me disent ça, hein, des énarques de gauche, de deuxième gauche. Je trouvais que c'était... Avant de me dire qu'elle était fasciste, enfin qu'elle était donc ou raciste, elle était de gauche, mais de la vraie gauche, de celle qui tâche. Voilà, ça c'était aussi assez intéressant à entendre par moment. Sinon, ta question, c'est qu'est-ce que... Toi, comment tu vois, enfin les événements des Républicains, le RN, comment est-ce que tu vois, toi, qu'est-ce que tu vois comme le plus probable pour les élections à venir, par exemple, parce qu'on a un peu tous donné notre avis dessus. C'est vrai que c'est un peu le RN comme le Reconquête, c'est des partis qui se décomposent. Il faut absolument qu'ils se clarifient. Enfin, c'est pas pour les mêmes raisons, mais je pense que pas le RN, les Républicains et Reconquête. Je pense que les Républicains, il y en a qui doivent partir En Marche et d'autres du côté du RN, parce que c'est tellement croupion à la fin que je vois pas l'intérêt. Mais... Après, ce que je vois pas grand-chose. Je pense que là, ça change tellement rapidement et qu'il y a plein d'éléments qu'on n'a pas, donc c'est un peu compliqué de voir, mais ce qu'on ressent plutôt. Ça se trouve, il va y avoir un accord électoral Macron-Bardella. Parce qu'il va y avoir des députés Renaissance ou République En Marche, ou je ne sais plus, qui vont vouloir absolument conserver leur siège. Quand tu vois son discours à Macron, il a surtout plus tendance à taper sur, effectivement, le Front populaire et LFI. Mais si un accord avec le centre, de la part de la droite, est possible, je pense, ce sera après les élections. Mais oui, non, mais je déconne, oui. Un accord de Macron avec la droite, tout le pôle de droite extrême. Ça m'étonnerait de toute façon. Avec les Républicains, à part une cohabitation, je vois pas très un accord. Avec les Républicains en centre. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de députés Renaissance qui sont RNO compatibles, on va dire, où ils préfèrent un certain resserrement sécuritaire. Oui, ils préfèrent un certain truc sécuritaire par rapport à ce qu'incarne la LFI. Donc, économiquement, oui, c'est la panique économique du programme de LFI. Parce que le RN avait un programme de gauche, mais se libéralise un peu. C'est pas que économique. LFI, c'est vraiment aussi vu comme l'islamo-gauchisme et tout ça par une bonne partie des députés. Il faut voir qu'il y a tous ces éléments de langage quand même qui se sont imposés, islamo-gauchisme, qu'il y a quand même eu la loi immigration, début d'année. Qui a été vidée de sa substance, hein, comme l'avait rappelé Bellamy. Qui est quand même un marqueur puissant. Et puis là encore, on ne sait pas quel sera l'état de l'opinion, et notamment des macronistes, s'il y a 2-3 semaines un petit peu chaudes, hein, avec des émeutes, des violences. Il faut se rappeler les thèses de Pierre Cernat sur l'extrême centre, hein, et c'est ça qu'incarne le macronisme. L'extrême centre, historiquement, va toujours s'appuyer sur des forces de répression pour faire le travail que la bourgeoisie ne peut pas faire elle-même. Donc là-dessus, le Rassemblement national pourrait tout à fait se salir les mains et être le partenaire qui se salirait les mains pour une partie de ces députés Renaissance du deuxième mandat de Macron. Après, à voir, en fait, si, en cas de majorité et de composition avec le centre,
est-ce que c'est vraiment le RN qui s'abîmerait dans l'exercice du pouvoir, ou est-ce que le RN arriverait à faire quelque chose d'efficace? C'est vraiment toute la question, en fait. Si le RN arrive à pas se faire bouffer, on va dire, par le système, s'ils font pas des compromissions trop fortes, en attendant la potentielle victoire de 2027, ça peut vraiment jouer en leur faveur. Ça va quand même être compliqué. J'avoue que là, tu m'as écrit un super roman de science-fiction. Oui, là, je suis sur la science-fiction. Le RN compétence avant du rêve. Hein. Ouais, c'est ça. C'est les bourreaux de la joie ou les tortionnaires du bonheur, quoi. C'est du même niveau pour moi. Bon, on va peut-être clore sur ces bonnes paroles, puisque... Est-ce que quelqu'un a un mot de la fin, éventuellement? Je dirais que... Allez voter, non, je déconne. Sur Macron, c'est qu'il a également annoncé qu'il interviendrait chaque semaine jusqu'à la dernière ligne. 3 fois par semaine. Oui, c'est du délire, mais voilà, c'est vrai que il fait campagne pour le RN, en fait. Hein. Il fait campagne, tu m'ôtes les mots de la bouche, il fait campagne pour le RN. Il ne faut pas sous-estimer sa capacité de nuisance. Il arrive toujours à surprendre. Honnêtement, je veux s'il a un plan, c'est de flinguer la gauche, flinguer la droite et mettre le RN au pouvoir pour qu'il se vautre. Il faut dire que historiquement, les cohabitations n'ont pas vraiment réussi à la majorité. Ça c'est un fait. Donc, et peut-être, mais ce qui n'a pas de sens, et là où cet homme nous fait peur, c'est que les stratégies Chirac et Mitterrand, eux, pouvaient se représenter. Macron, à l'heure actuelle, il ne peut pas. Donc, et s'il l'envisage vraiment, c'est qu'il est vraiment dangereux, quoi. Alors, on commençait à s'en douter, mais donc, moi, je pense quand même que le RN peut dominer l'Assemblée. Alors, la question, est-ce qu'ils voudront gouverner directement ou est-ce qu'ils vont essayer de se cacher derrière des partenaires juniors pour diluer la sauce et ne pas trop prendre de coups. Là, on est dans les conjectures. Pardon. Eh bien, je conclurai sur ces mots, effectivement. Macron a parié en dissolvant l'Assemblée nationale. Est-ce que le centre va se rassembler autour de lui par un chaos provoqué par la gauche? Est-ce que la gauche va réussir à se mobiliser? Est-ce que la droite va réussir à profiter de son élan? Est-ce que cet élan existe? On le verra bien au fur et à mesure des semaines et surtout après le 7 juillet, qui sera le deuxième tour. Et peut-être qu'on sera à un moment de bascule historique en France, hein, qui sait. La montée du fascisme ou la résurgence du Front populaire et du socialisme. L'avenir nous le dira. Bien, moi, Flavie, Gauthier. Vas-y, Flavie, et après moi j'ai 2 mots pour terminer. Non, oui, la montée du fascisme, bon, c'est ironique, mais la montée de 2 fronts populaires de quelque part, et de 2 réactions populaires, en tout cas à un régime relativement oligarchique et peu national. Alors, un front populaire national et un front populaire moins national, voilà. Si on peut résumer comme ça. Mais moi, 2 mots, pauvre France. Effectivement. Pauvre France dans laquelle nous vivons. Bien, messieurs, dames, merci beaucoup pour cette discussion et pour cette soirée. Merci pour les téléspectateurs et ceux qui nous verront plus tard sur YouTube. Et on se dit à la prochaine sur YouTube, sur Twitch et ailleurs éventuellement. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ouais.